Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News, c'est votre émission spéciale sport, nos plus beaux reportages, nos plus belles images. Allez, c'est parti pour un nouveau tour du monde. Et on commence tout de suite par l'Égypte, connue pour ses pyramides et ses croisières sur le Nil. Mais aujourd'hui, on s'interroge, la politique et le sport font-ils bon ménage? Eh bien, cela peut poser quelques problèmes. Depuis le printemps arabe, les équipes de football sont au chômage technique. Les joueurs continuent à s'entraîner, mais ils touchent un salaire ridicule et n'ont plus beaucoup d'infrastructures. Une situation difficile à gérer pour ces sportifs de haut niveau qui s'ennuient un peu. Regardez le reportage. Nous sommes à El Monufia, une province du nord de l'Égypte. L'ancien joueur de football Mohamed Al-Jamal occupe son temps à jouer au backgammon en terrasse d'un café. On est loin de la pression des stades. C'est notre nouveau mode de vie. Pas de football et de longues heures à faire passer le temps. Nous ne savons pas quoi faire. Il n'y a rien à faire à la maison. Nous venons au café pour jouer avec nos amis. Nous avons trop de temps libre. Avant le football, c'était notre vie, mais tout s'est effondré depuis la révolution du 25 janvier. Depuis le printemps arabe, qui a changé beaucoup de choses en Égypte depuis janvier 2011, c'est le pays tout entier qui est paralysé, y compris le football. L'instabilité chronique du pays ces 2 dernières années a eu des conséquences néfastes sur le football professionnel égyptien. De nombreux joueurs ont été contraints d'accepter des baisses de salaire ou de partir à la retraite. Beaucoup d'entre eux ont ainsi dû se débrouiller et de trouver d'autres ressources pour survivre. Nous avions de bons salaires, mais la situation a changé et nous recevons à peine de quoi vivre maintenant. Nous sommes la seule partie de la population qui a souffert des révolutions du 25 janvier et du 30 juin. Pas seulement le football, mais toutes les activités sportives. Le piteux état dans lequel se trouve le football égyptien n'est pas dû qu'au remous politique de ces dernières années. La tragédie de Port Saïd, où 79 personnes avaient trouvé la mort et 1000 personnes avaient été blessées, marque un avant et un après dans l'histoire du pays. J'ai signé au club d'Al-Sika Hadid et j'ai été très affecté par le massacre de Port Saïd. À ce moment, ils ont décidé de suspendre toute compétition de football. Honnêtement, j'ai été très marqué par cet événement. La saison n'a jamais repris et j'ai décidé de prendre ma retraite. En attendant des jours meilleurs, Al-Jamal et son ami Cherif Rida, capitaine de l'équipe d'Al-Gouna, ont décidé d'installer un terrain d'entraînement dans leur village d'Arab al-Rami pour continuer à garder la forme physique. Nous nous entraînons sans réel but. Il n'y a rien de nouveau. Nous sommes devenus des employés de bureau. Nous suivons une certaine routine. Nous arrivons et nous partons à une heure donnée. Mais nous n'avons aucun but dans la vie. Nous voulons que le championnat reprenne pour pouvoir jouer à nouveau. S'entraîner pour rien, ce n'est pas du football. L'avenir du pays est pour le moment très sombre. Nul doute que les Égyptiens rêvent d'un retour du sport roi pour revivre des émotions fortes, des émotions qui vous sortent du quotidien difficile, des émotions qui font rêver. Et toujours en Afrique, au Soudan, pour être plus précis, où un diplomate japonais passionné de lutte affronte des athlètes locaux pendant son temps libre. La lutte soudanaise est un dérivé de la lutte gréco-romaine. Ce sport déchaîne les passions et la participation d'un japonais passionné de l'Afrique et parlant la langue locale plaît beaucoup aux fans. Quand 2 cultures se rencontrent, ça donne des belles images et surtout des valeurs de solidarité. Regardez ce reportage. Yasuhiro Murotatsu est diplomate japonais dépêché au Soudan. Sa spécialité, unir les peuples à travers le sport. Et c'est dans la province de Kordofan qu'il s'est rendu pour participer à des combats de lutte soudanaise. Murotatsu voit la lutte comme un instrument pour rassembler et reconstruire ce pays aux multiples ethnies et confessions. C'est une belle chose, un combat entre un diplomate japonais et un lutteur soudanais. C'est ce genre d'échange culturel qui connecte les peuples. C'est la 6e fois que ce Japonais de 33 ans participe à un combat. C'est le premier étranger à jamais s'être intéressé à cette discipline. Il affronte pour la 3e fois d'affilée le jeune Saleh Omar Boltiakafi, tout juste âgé de 18 ans. Près de 1000 supporters se sont rassemblés dans l'enceinte pour assister au combat. Une lutte où Murotatsu n'a rien pu faire. Il a été submergé par la vitesse et la force de son jeune adversaire. Kafi a livré un combat parfait. Tel un gladiateur, il a achevé son adversaire en à peine 2 minutes après lui avoir plaqué la tête contre le sol. Mais une fois le combat fini, les 2 combattants se retrouvent comme 2 frères.
Le sport, c'est un pont entre les nations. C'est un bel exemple des bonnes relations qui existent entre les Soudanais et les Japonais. C'est le résultat de plusieurs traités signés entre le régime de Khartoum et l'ambassade japonaise. Malgré la défaite, le diplomate ne tarit pas d'éloges sur son adversaire. Les Soudanais sont un peuple gentil. Si j'avais participé à ce genre de compétition dans un autre pays, je n'aurais pas été reçu de la même manière. Ils savent recevoir leurs hôtes. Rendez-vous est pris pour un prochain combat. Le sport permet aux lutteurs et à leur public de sortir un instant de leur quotidien difficile. C'est une belle bouffée d'oxygène, un moment de réunion et de partage. Et on reste en Afrique, mais en Somalie, un pays qui a traversé des épreuves bien difficiles, mais qui se reconstruit aujourd'hui, en partie grâce au football. La FIFA a décidé d'aider le pays en investissant dans le football local, des stades, des formations d'entraîneurs. Tous les moyens sont mis en œuvre pour remettre le football somalien sur pied. Un bel espoir pour une nation encore convalescente. Regardez. L'hymne national somalien résonne dans le stade Banadir de Mogadiscio. Après des années à l'abandon, le plus vieux stade du pays a été reconstruit. Les compétitions de football professionnel ont repris le 8 novembre dernier, marquant le retour du sport préféré des Somaliens. Je suis très content d'assister au tournoi de la Ligue des champions somalienne. C'est la première fois de ma vie que je vois un beau stade dans mon pays. D'habitude, on n'en voit qu'à la télévision. L'arène de 30 000 sièges, construite par le comité olympique italien en 1956, a servi de base aux insurgés islamistes Chebab dans les années 2000. Des bombardements menés par les forces gouvernementales l'ont en partie détruit. Aujourd'hui, les Chebabs sont retranchés dans des zones rurales, mais la capitale du pays reste dangereuse. Une attaque récente dans un hôtel populaire a fait 11 morts. Au stade, les spectateurs sont fouillés à l'entrée. Mais pour beaucoup, le retour du site à son utilisation originelle montre les progrès accomplis. Personne n'a peur, la sécurité est assurée. J'invite tout le monde à venir pour voir un match pacifique et féliciter les vainqueurs. Le stade Banadir, lui, a été reconstruit grâce aux fonds de la FIFA. Toutes les équipes somaliennes majeures s'entraînent à Mogadiscio, sur des petits terrains en mauvais état. Elles se financent grâce aux sponsors et à l'aide du gouvernement. Tout le monde a un but. Mon rêve, c'est d'améliorer mon équipe en devenant un joueur professionnel. Après, j'aimerais rejoindre les clubs de football internationaux, si Dieu le veut. Je suis déterminé à défendre le drapeau somalien. Former une équipe nationale prendra du temps. Mais en août, la FIFA a terminé une formation pour les entraîneurs somaliens, la première dans le pays depuis 1986. De quoi donner de l'espoir aux nombreux fans de football et plus généralement à tous ceux qui aspirent au retour à des activités pacifiques. Après l'Afrique, direction l'Asie, vous ne le connaissez peut-être pas, mais en Inde, c'est une véritable star, un dieu vivant. Sachin Tendulkar est un grand joueur de cricket, celui d'ailleurs le plus grand de tous les temps. Et justement, son temps est révolu à 40 ans. Il a pris une retraite bien méritée. Il laisse derrière lui des souvenirs extraordinaires et des millions de fans orphelins. L'occasion de revenir sur la carrière d'un champion hors du commun. Regardez. C'est le visage le plus connu du cricket en Inde. Sachin Tendulkar a 40 ans et est sur le point de prendre sa retraite. Il assistera à un test match cette semaine, la 200e rencontre de sa carrière, et fera ses au revoir à tous ses fans. Ce dernier match aura lieu à Bombay et viendra clôturer une carrière très longue d'environ un quart de siècle. Un événement émouvant pour le joueur et ses supporters. Yatin Joshi est l'un de ceux-là et il a suivi son idole aux 4 coins du pays. Sachin est tout pour moi. Le cricket, c'est ma vie. Le cricket, c'est ma religion et Sachin est mon Dieu. Dans ma vie, tout tourne autour de lui. Si je suis triste, si je suis heureux, tout dépend de ses performances sur le terrain. Tendulkar est aujourd'hui considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, plus grand marqueur en test et one-day cricket, et premier et unique batteur à réaliser plus de 100 centuries. Tout bonnement incroyable. Il est la source d'inspiration pour de nombreux jeunes talents indiens, et c'est ici, au parc Shivaji, que le jeune Tendulkar a joué ses premières balles. Pravin Amre a partagé beaucoup de moments avec la star lorsqu'ils étaient enfants,
Ils ont même représenté la sélection indienne à plusieurs reprises ensemble. Vous avez peut-être du talent, vous avez peut-être du jeu, mais au final, ce qui compte, c'est de répondre présent au bon moment. Et c'est ça qui a fait la force de Sachin. Il était là dans les grands moments, pour son équipe, pour la nation. Et c'est pour ça que tant de jeunes l'ont pris en modèle. L'un d'entre eux sera la relève. On parle déjà de la nouvelle carrière de Sachin Tendulkar, entraîneur, commentateur sportif, bienfaiteur. Mais avant cela, tout le monde a les yeux rivés sur son dernier match, son dernier moment de gloire. Et malgré sa célébrité et la pression populaire, le joueur s'est toujours tenu à l'écart des polémiques et autres controverses et a toujours gardé une réputation de modestie. C'est peut-être son 200e match, c'est peut-être son dernier test match, ce sont ses derniers pas sur un terrain de cricket. Et pourtant, il reste très humble. C'est le match de l'Inde, pas le sien, et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est la victoire de son pays. Un dernier match en signe d'au revoir, des adieux dignes d'une star bollywoodienne. Sachin Tendulkar s'en va, mais reste dans le cœur de tout un peuple. Il a 13 ans, il est chinois et c'est un crack de golf. C'est le plus jeune joueur à avoir participé à l'European Tour. Son nom, c'est Ye Wosheng. Souvenez-vous de lui, Ye participera aux Jeux Olympiques en 2016, car cette discipline fait son retour aux JO. Son secret, c'est le travail, mais surtout l'encadrement de ses parents qui veillent au grain. Regardez le reportage sur ces jeunes pousses qui voient la vie en grand. Ye Wosheng n'a que 13 ans. Et pourtant, ce jeune Chinois est déjà une star du golf dans son pays. Le joueur est le plus jeune participant à avoir joué à l'European Tour. En Chine, les jeunes talents sont détectés par le gouvernement, des prodiges qui pourront naturellement participer aux Jeux Olympiques, car en effet, cette discipline sera de retour en 2016. Mais Wosheng pense surtout que l'ascension des jeunes Chinois est due au travail et au talent individuel, mais aussi à la pression sans relâche des parents chinois. Parfois, si les enfants ne jouent pas bien au golf, les parents peuvent leur crier dessus, voire même les frapper. Cette année, Wosheng est entré dans l'histoire lorsqu'il a participé à l'Open de Chine à peine âgé de 12 ans, battant ainsi un record détenu par l'un de ses compatriotes, Guan Tialang. Guan, qui s'entraîne au lac du Lion près de Guangzhou, a ébloui le monde en avril 2013, atteignant la finale des Masters américains à tout juste 14 ans. Mais le talent de Guan est surtout le résultat d'un dur labeur. Le talentueux chinois a eu accès aux meilleurs professeurs, que ce soit au lac de Lyon ou à Mission Hills, aux États-Unis. Guan Tianlang, quand il va au Master, ce n'est pas la première fois qu'il découvre le green. Il a joué là-bas depuis qu'il est tout petit. La Chine a introduit le golf au programme sportif de ses écoles comme celle-ci à Pékin. Mais pourtant, les plus grands espoirs chinois se retrouvent aux États-Unis à Mission Hills, comme Chen Gei, ce jeune joueur de 14 ans. Depuis tout jeune, les parents chinois entraînent leurs enfants pour se spécialiser. Pour les garçons, c'est souvent le sport. Pour les filles, c'est la danse ou la musique. Chen veut être le prochain Tiger Woods. La star du golf américain était lui-même un enfant prodige, piloté et entraîné par son père et bien encadré par sa mère. C'est ce genre de soutien parental qui guidera sans doute les nouvelles perles chinoises vers les sommets du golf mondial. Je vous propose de rester en Chine, un pays qui découvre le surf. Depuis 3 ans, les championnats du monde de longboard sont organisés sur l'île d'Hainan. Rencontre avec la première surfeuse professionnelle chinoise, Darcy Liu. Un parcours d'une femme hors du commun. Regardez. Âgée de 27 ans, Darcy Liu est la première surfeuse chinoise professionnelle. Cette ex-danseuse de ballet qui a grandi dans les montagnes d'Enshi a découvert le surf en même temps que la mer en 2007. C'est son mari, un surfeur californien, qui lui a fait découvrir ce sport. Invitée depuis 3 ans au championnat du monde de longboard sur l'île d'Hainan, à Wanning, elle mesure le chemin à parcourir pour avoir le niveau des autres compétitrices. Je suis très fière et je me sens aussi très chanceuse, reconnaissante. J'ai une belle opportunité et de la chance d'être là, de surfer avec les meilleures longboardeuses du monde, de devenir amie avec elles. Oui, je suis heureuse et fière. Le surf en Chine est une pratique récente et encore confidentielle, mais ces championnats du monde qui se déroulent chaque année en novembre suscitent l'engouement des médias locaux. Du coup, le nombre de surfeurs chinois augmente très rapidement. Ils sont quelques centaines aujourd'hui contre à peine une dizaine il y a 5 ans. Darcy a monté son propre surf shop sur l'île et donne parfois des cours aux touristes ou aux enfants de l'île, et elle adore ça. Ces gamins sont si bons. Ils sont le futur. Ils vont à coup sûr surfer bien mieux que nous. J'espère vraiment qu'ils vont surfer de mieux en mieux. Et la nouvelle génération, ils vont prendre le dessus. Ils vont certainement devenir champions du monde, qui sait.
L'île d'Henan est encore un petit paradis pour les surfeurs. Les spots sont nombreux et déserts. Mais les immeubles poussent comme des bambous et des projets de marina voient le jour. Darcy est aussi là pour sensibiliser l'opinion publique au respect de l'environnement, comme lors de cette visite dans un hôpital pour tortues marines. Ça permet de me sentir mieux. Ça commence, les gens veulent en prendre soin, protéger ces tortues locales. Ce sont des animaux si gentils, elles ont besoin d'être protégées. Pour Darcy, le surf a changé sa vie. Aujourd'hui, elle aimerait changer celle d'autres jeunes Chinois grâce à sa passion. Et c'est la fin de cette émission. Quel bonheur d'avoir partagé ce voyage en votre compagnie. On se retrouve très vite sur i24 News pour encore plus de sport. En attendant, portez-vous bien.